Dans le cadre de la politique prioritaire du gouvernement, mieux protéger et accompagner les femmes victimes de violences, des parcours de femmes ayant subi des violences de la part du conjoint ou ex-conjoint ont été développés comme outils facilitant l'interconnaissance entre les acteurs du milieu. Les parcours sont un outil de formalisation permettant une compréhension commune et diversifiée à travers plusieurs grilles d'information. La ligne centrale, en bleu foncé, est le vécu de la femme dans les grandes étapes. En vert, on retrouve les liens avec les acteurs qui l'accompagnent et les dispositifs utilisés. Une courbe en bas représente ses émotions et ses charges de stress. L'ensemble est documenté par des verbatims représentatifs du vécu qui donnent corps aux étapes et des chiffres qui permettent de situer son vécu en tant que persona au regard de la population. On a choisi d'ajouter le vécu du conjoint ou ex-conjoint, ici indiqué en marron, car il joue un rôle important dans ce récit. Nous présenterons également des itinéraires bis. Le récit de Léa s'articule autour de plusieurs thématiques: l'emprise et la cyberviolence chez les jeunes, le soutien de l'entourage et l'accompagnement juridique. Ce parcours présente 2 phases de vie de Léa, l'adolescence et la vie étudiante. Lors de ces 2 phases, nous verrons comment les événements vécus à l'adolescence peuvent impacter la suite de sa vie de jeune adulte. Nous commençons donc lorsque Léa a 13 ans. Elle est une collégienne plutôt introvertie, sensible et très bonne élève. Ses parents sont présents mais sans réelle proximité. Mathieu, qui a également 13 ans, est son premier petit ami. Au bout de quelques semaines, il fait parfois des blagues sexistes devant ses copains, ce qui affecte Léa qui ne sait pas trop comment réagir. Ils communiquent tous les deux jusque tard le soir sur les réseaux et Mathieu peut s'énerver si Léa ne répond pas. Actuellement, 11% des filles au collège sont victimes d'insultes sexistes. Ce chiffre est presque doublé au lycée. Les résultats scolaires de Léa baissent. Quelques professeurs s'inquiètent et les parents aussi après avoir reçu le bulletin scolaire. L'incompréhension des adultes et l'incapacité pour Léa de faire le lien entre ces problèmes créent les premiers conflits entre elle et ses parents. Elle quitte Mathieu. Très en colère, il monte les autres élèves contre elle, racontant des mensonges à son propos. Elle est maintenant harcelée en ligne. Cette situation n'est pas rare puisqu'aujourd'hui, 1 jeune sur 5 vit du cyberharcèlement. Et les femmes d'autant plus, puisque 40% des jeunes hommes entre 15 et 35 ans admettent avoir déjà dénigré une ex sur les réseaux sociaux pour nuire à leur réputation, contre seulement 14% de femmes. Par manque d'accompagnement et de soutien de la part d'adultes et par honte, Léa ne parle pas de ce qu'elle a vécu. Ces événements lui font beaucoup perdre confiance en elle et inscrivent durablement une perception traumatisante de ce que sont les relations de couple. Nous vous présentons ici un itinéraire bis qui montre des leviers pour éviter la situation vécue par Léa. Les programmes EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, permettent de sensibiliser et d'outiller les enfants et les adolescents à prendre conscience des problèmes de violence. Les cours sont encadrés par des spécialistes. Ils abordent notamment le consentement, l'égalité entre les femmes et les hommes, les violences intrafamiliales, le respect des orientations sexuelles et des identités de genre, et de nombreux autres sujets comme le harcèlement et le cyberharcèlement. Ils peuvent aussi préparer les parents à comprendre les enjeux de cette éducation et à mieux recueillir les questions de leurs enfants. Notons qu'il existe une loi datée du 4 juillet 2001 obligeant les établissements scolaires à effectuer au moins 3 cours par an d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, soit 36 cours depuis la primaire. Malheureusement, pour des raisons de manque de temps, de moyens au niveau des établissements scolaires et parfois de réticence de la part des parents, seulement 15% des jeunes en 2022 ont suivi plus de 6 cours dans toute leur scolarité. Cette loi est d'autant plus importante en sachant que l'âge de la première exposition au contenu pornographique, qui peut constituer une première forme violente d'exposition à la sexualité, est d'environ 10 ans. Mais revenons à Léa dans sa réalité initiale. Aujourd'hui, Léa a 20 ans, est étudiante et entourée par 3 amies proches, dont Pauline. Ses parents la soutiennent financièrement. Elle rencontre Antoine, avec qui elle se met en couple, et ils emménagent très vite ensemble. Les premiers signes d'emprise apparaissent. Il contrôle son téléphone, ses déplacements. Il lui demande de lui envoyer des photos d'elle nue. Et lorsqu'elle ne répond pas à ses envies, il la rabaisse et la menace de dévoiler les photos précédentes. Léa se dit « Je cède pour qu'il me laisse tranquille. Après tout, c'est mon rôle de copine. »
Elle est de plus en plus perturbée pendant ses cours. Cela peut sembler évident que non, mais rappelons-le, 2/3 des parents n'ont jamais parlé de consentement à leur enfant. Léa minimise sa situation aussi auprès de ses amies qui s'inquiètent, ce qui pousse l'une d'entre elles, Pauline, à chercher des ressources de son côté pour aider Léa. Elle rencontre alors une association qui l'informe et lui propose des techniques pour protéger et aider Léa à prendre conscience de sa situation. En parallèle, Léa est alertée aussi par ses parents qui reprochent une mauvaise influence d'Antoine sur ses comportements de travail, mais aussi de gestion financière. Les épisodes de violence verbale et de chantage s'intensifient, mais Léa choisit Antoine et s'éloigne de sa famille. L'emprise d'Antoine sur Léa sera finalement rompue suite à une dispute dans laquelle Pauline, son amie, intervient. Outillée par l'association, Pauline propose à Léa de rechercher un accompagnement psychologique. Elle rencontre alors l'AS, l'assistante sociale de son établissement, qui l'oriente pour obtenir des séances gratuites avec un psychologue. En parallèle, Pauline l'introduit dans un groupe de parole entre étudiantes victimes de violences dans le couple pour l'aider à percevoir les points communs avec sa situation. L'idée étant de l'amener à prendre conscience des violences qu'elle subit par des moyens détournés plutôt que frontalement. Elle finit par accepter de rencontrer l'association spécialisée dans les violences conjugales. On note ici également le fait que les cycles d'emprise altèrent la capacité à rester en contact avec la victime pour les accompagnants. Elle n'est pas suivie régulièrement. Léa est partagée entre regain de confiance envers elle-même et sa relation avec Antoine. Elle croit au fait qu'il puisse changer. Ensuite, un événement traumatique survient. La vengeance pornographique. Après plusieurs cycles d'emprise et dans un moment de perte de contrôle sur Léa, Antoine divulgue les photos d'elle nues sur des groupes de conversation privés. Cette situation est à prendre au sérieux, car aujourd'hui, c'est 38% des hommes, entre 15 et 35 ans, qui déclarent avoir transmis des photos intimes d'une ex à des tiers. Léa finit par l'apprendre par des amis. Elle dépose plainte en gendarmerie, puis effectue une requête auprès du site hébergeur pour effacer les données pour limiter la propagation des photos. Cela permet aussi de rassurer et limiter les retentissements psychologiques qui sont déjà très forts. Elle pense à se suicider, mais reprend heureusement contact avec l'association spécialisée dans les violences conjugales. Si Léa porte plainte ici, il faut tout de même se rappeler que le dépôt de plainte n'est pas du tout évident pour la victime. Il faut accepter de s'exposer et montrer des preuves, des photos intimes. C'est la double peine. Il est important que la prise de plainte soit bien encadrée par des spécialistes, dans un cadre extrêmement rassurant, ce qui n'est pas toujours aisé à mettre en place. En parallèle, l'association oriente Léa vers la maison de la métropole pour obtenir des aides financières, mais aussi pour l'aider pendant l'enquête. Lors de l'enquête de police qui a été lancée après le dépôt de plainte, nous pointons ici l'importance du rôle de l'intervenante sociale de la gendarmerie, qui aide Léa à prendre la mesure de toutes les violences qu'elle a pu subir dans cette relation. Elle comprend alors qu'elle vivait aussi des violences sexuelles dans leurs rapports intimes. Je n'ai pas tout raconté au début parce que je ne me rendais pas compte de ce que je vivais. Le fait de comprendre mieux et déconstruire davantage sa relation avec Antoine lui permet de renforcer peu à peu sa réalité de victime. La plupart du temps, dans des cas de revanche comme celle-ci, la victime se sent toujours coupable d'avoir envoyé les photos. Voici un exemple d'itinéraire bis, malheureusement très fréquent. Léa subit de la pression de la part d'Antoine et ses amis. Elle hésite à retirer sa plainte, elle a peur. Beaucoup de victimes retirent leur plainte avant le procès par peur ou culpabilité, explique le procureur de la République. Je risque des retours de bâton de son entourage, il connaît du monde et peut obtenir les meilleurs avocats, explique Léa. De nombreux facteurs peuvent déstabiliser le processus judiciaire. Le temps de latence, la culpabilité de la victime, mais aussi sa difficulté à percevoir les réels bénéfices du processus judiciaire pour sa mise en sécurité. La condamnation d'Antoine ne permet pas de sécuriser la situation. Léa continue de douter, Antoine continue de la harceler. Le cercle vicieux de l'emprise et la culpabilité peut mener au suicide. Notons qu'en 2022, 759 suicides et tentatives de suicide ont été recensés suite à des violences conjugales. Pour autant, ces chiffres ne sont pas pris en compte dans le nombre de féminicides et ils sont même sous-estimés par manque de diagnostic. On parle de suicide forcé. Les victimes de violences conjugales ont alors presque 8 fois plus de chances de se suicider que de mourir sous les coups de leur conjoint. Mais revenons à la réalité de Léa, qui heureusement est moins dramatique, mais malheureusement moins probable.
Avec le soutien de l'intervenante sociale de la gendarmerie, elle parvient à déposer une seconde plainte pour violences sexuelles. À noter que nous ne disposons pas, à date, de chiffres sur la réalité et la fréquence de cette situation qui est probablement rare. Elle doit notamment apporter un maximum de preuves pour l'enquête, ce qui est extrêmement pénible et les délais pour faire constater les violences sexuelles sont très restreints. Antoine, lui, n'admet pas aisément sa culpabilité, mais moi elle ne m'a jamais dit non. Il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître et obligation d'éloignement. Pour assurer la protection de la victime pendant le procès, c'est le service France Victime qui accompagne Léa. Ils la préparent, lui font visiter la cour et restent présents avant, pendant et après le procès pour la soutenir. Leur rôle est important car il permet à la victime d'être introduite dans le domaine de la justice pour se sentir plus à l'aise lors des audiences, c'est-à-dire les moments où elle aura besoin de force pour se confronter à Antoine. À noter qu'Antoine et Léa peuvent se croiser dans le hall d'attente du tribunal, problème qui à ce jour est mal pris en compte dans les services d'accueil des justiciables dans les tribunaux. Lors de ce procès, Antoine sera reconnu coupable pour chantage et vengeance pornographique, mais pas pour violence sexuelle, par manque de preuves. Il est reconnu coupable avec sursis probatoire, ce qui l'oblige à une prise en charge psychologique importante pour éviter la récidive. Il sera alors introduit dans des groupes de parole pour aborder des sujets de gestion des émotions, de compréhension du consentement et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Des sujets qui auraient pu être abordés et encadrés davantage pendant sa scolarité, notamment via les programmes EVARS. Antoine finira par prendre conscience du problème, mais aura du mal à diminuer ses comportements nocifs en couple pour autant. Après avoir repris contact avec ses parents, Léa se reconstruit petit à petit, à l'aide d'un suivi psychologique. Elle s'inspire aussi de modèles de femmes inspirantes et raconte ensuite son histoire pour aider d'autres victimes et faire de la prévention auprès des plus jeunes. Les grands axes ressortant de ce parcours sont renforcer la prévention en généralisant les programmes éducatifs, sensibiliser et outiller les proches sur les questions de violence conjugale, et enfin, améliorer l'accompagnement des victimes lors de violences sexuelles et sur l'après-procès, même en cas d'affaires classées sans suite.